Bien, très bien. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette séance du Conseil municipal, déjà la deuxième pour cette année 2019. Avant d'ouvrir notre séance, je vais procéder à l'appel du membre présent absent. Alors, Monsieur Pierre Griner, présent. Monsieur Naor Bruno, présent. Mademoiselle Jessica Denis, absente excusée, donne procuration à Mademoiselle Coquelet. Monsieur Jean-Pierre Donnet. Présent. Mademoiselle Gwendoline Gilles. Monsieur Jelinski Damien, absent excusé, donne procuration à Madame Cluse. Madame Camille Coquelet. Monsieur Francesco Silvestri. Présent. Madame Loire Marie-Isabelle. Monsieur Petche Jean-Pierre. Monsieur Dramé Michel. Madame Ansar Lisiane. Madame Champion Nicole. Présent. Monsieur Lecoq Jean, absent excusé, donne pouvoir à Monsieur Lunaire. On lui souhaite bonne chance pour sa réussite au concours agricole. Il est parti ce matin avec ses bêtes. Madame Cache-Marie Corinne. Monsieur Larsin Patrice. Présent. Madame Lornier Christine, absente. Madame Deleuve Christelle, absente, excusée, donne procuration à Mademoiselle Gwendoline Gilles. Monsieur Régis Ducrot. Madame Cluse Alexandra. Madame Legrand Delphine. Monsieur Didier Descamps, absent, excusé, donne pouvoir à Monsieur Donnet. Madame Cathy Mazier, absente. Madame Dubocage Alison. Monsieur Plasmark, absent, excusé, donne pouvoir à Monsieur Patrick Colébaki. Madame Guisdan Fernande. Je suis là. Oui, Monsieur Gaillet Joël. Monsieur Colébaki Patrick. Présent. Et Madame Dubois Jacqueline, absente, excusée, donne pouvoir à Madame Corinne Cachemarec. Très bien. Le quorum étant atteint, nous allons pouvoir terminer cette séance de conseil avec la nomination d'un secrétaire de séance. Monsieur Ducrot est le spécialiste dans cette fonction. De manière générale, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui souhaitent remplir ces fonctions. Non, si vous en êtes d'accord avec M. Ducrot, l'accepte. Il prendra les fonctions de secrétaire de séance. C'est bon pour vous? M. Ducrot, c'est bon pour tout le monde, pas de problème. C'est d'accord. Le premier point à l'ordre du jour, il s'agit de l'approbation du PV de la précédente réunion du Conseil municipal, notamment la réunion du 15 janvier 2019. Des remarques particulières? Non. Si c'est bon pour tout le monde, on passe au point suivant et c'est validé à l'unanimité. Les informations dans le cadre des ratifications de décision du maire, donc la mise en place d'un contrat boîte postale avec la Poste, représenté par M. Daniel Lyon en sa qualité de directeur territorial, situé 9 rue du Colonel Pierre à Paris pour une location d'une boîte postale au bureau postal situé à Quiévrochin. C'est un contrat qui qui se comprend pour une période de 12 mois compté du 28 décembre 2018 et le montant établi de 118,80 € TTC. Une convention d'abonnement pour la diffusion de communiqués sur les ondes de Radio Club Mairie. Donc une convention a été mise en place. Quand on dit communiquer, c'est notamment pour le service des fêtes ou des choses dans ce sens-là. Hein. Donc avec l'association Radio Club domiciliée 43 rue Benoît-Waller Sarambert, représentée par M. Fernand Dumay, président, pour assurer la diffusion de communiqués sur les ondes de Radio Club. Donc la convention prévoit la diffusion à l'antenne de la radio, de messages pour une durée d'1 an à compter de la date de réception de la convention à raison de 12 fois par semaine, 2 fois par jour. Je vous passe les détails. Voilà, le montant total de la convention s'élève à 350 € par an. Il y en a une note qui viendra avec Radio Condé Mapou dans le même sens, c'est pour annoncer notamment une festivité, l'agenda culturel. Le contrat d'engagement avec l'orchestre Christian Cubiac pour représentation d'un concert. Donc ce contrat est passé avec l'orchestre Christian Cubiac domicilié boîte postale 57 à Farbu pour une représentation le vendredi 18 janvier de 20 h à minuit dans la salle du complexe de la Corderie. Le montant de ce contrat s'élève à 3 950 € au total. Il s'est déposé de montant total du salaire des artistes 3 658 € et des frais annexes de 192 €. Un contrat avec Pile Service Routers pour le contrôle de sécurité du Massico du service communication. Donc ce contrat est posé avec la société Pile Service Routers domiciliée 15-10 place Jean Jaurès à Provins afin d'assurer le contrôle et l'affûtage de la lame du Massico qui est situé dans le service communication. Le contrat prévu le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2019 et ce contrat annuel s'élève à 824 € TTC. Un contrat d'engagement avec le showband JNC, c'est Peluche de Valenciennes pour l'animation du marché de Noël le 8 décembre. Donc ce showband JNC est Peluche représenté par M. Dominique Cagnier, domicilié 62 rue Émile Albert de Valenciennes, afin d'animer le marché de Noël par un groupe composé de 15 personnes costumées, des peluches, le samedi 8 décembre 2008 de 15 h à 17 h et le contrat s'élevait à hauteur de 400 €. Un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le suivi de travaux de cadre de la DAP 2018 sur la commune de Quiévrochin. Donc ce contrat a été passé avec la société Verdier représentée par M. David Boulet, directeur général. L'évaluation d'ensemble de la mission est de 4 680 € TTC. Un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le remplacement des menuiseries extérieures des écoles Jean-Marie Brison et Pasteur. Ce
contrat est passé avec la société Etienne Lancel, représentée par M. Etienne Lancel, maître d'œuvre, 112 rue Jean Jaurès à Saint-Saul, et ce contrat s'élève à un total de 11 580 € TTC. Un contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réfection de la couverture de la mairie, de la salle des fêtes, ravalement de la façade de la mairie, place Roger Salambo. Ce contrat est passé également avec la société Etienne Lancel, représentée par M. Etienne Lancel, maître d'œuvre, 112 rue Jean Jaurès à Saint-Saul. L'évaluation de l'ensemble des missions est de 28 800 € TTC, 24 000 € hors taxe. La maintenance d'un pro-logiciel Canis, gestion des animaux dangereux, et du logiciel municipal, gestion de la police municipale. Donc le contrat est souscrit avec la SAS Logitude Solutions, domicilié dans la ZAC du Parc des Collines à Schulcher, à Mulhouse, le Victor Schulcher à Mulhouse, pour la maintenance des pro-logiciels Canis. Donc c'est le logiciel qui gère le fichier des animaux dangereux, et le deuxième logiciel, le logiciel municipal, c'est logiciel de gestion de la police municipale, les mains courantes, les rapports, etc. Le contrat est conclu pour la durée d'un an, compté du 1er janvier jusqu'au 31 décembre 2019. Le contrat sera tacitement renouvelé pour une période d'un an, 2 fois maximum. Le coût forfaitaire de ce contrat est de 1 018,14 € TTC. Une révision sera appliquée chaque année sur l'évolution à la hausse des indices synthétiques. Déclaration unique simplifiée, cotisation sociale et contrat de travail BUSO, prestation de l'orchestre Cubiac. Donc un contrat de BUSO a été passé pour chacune des 21 personnes qui composent l'orchestre Cubiac pour une prestation à date du 18 janvier de 20h à minuit. Donc il s'agit de la part des charges sociales. Donc durant ce temps de travail, les agents étaient des agents, je ne vais pas dire municipaux, mais pas loin, et la commune prenait en charge les charges patronales. Donc le montant global des charges de ces 21 personnes s'élève à 3 341 €. Il sera versé au BUSO, guichet unique du spectacle à Nanterre. Le contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la création d'une aire de jeu City Stade, il est passé avec la société Verdi, représentée par M. Jean-René Leroy, située rue Elsa Trio, Léatrice Saint-Léger. L'évaluation de l'ensemble de la mission est évaluée à 12 000 €. La rémunération est basée sur 10% des travaux estimés. Enfin, un contrat avec le petit train touristique est là bien d'anticipation pour le 21 septembre 2019 pour les journées du patrimoine. Ce contrat a été passé avec M. Cardot, domicilié rue de Borin à Solène, pour la journée du patrimoine du 21 septembre de 11h à 18h. Le montant de cette prestation s'élève à 1 180 € net. Ouf. Très bien. Le point suivant concerne des subventions aux associations, notamment des reliquats et des avances de subventions sur le sujet. La première concerne l'association Les Petits Chaussons, pour un total de 17 324 € qui se décompose de la manière suivante. Un reliquat du fonctionnement de l'année 2018 pour 8 147 € et une avance de 9 177 € couvrant la période de fonctionnement de septembre 2018 à avril 2019. La seconde, il s'agit d'un reliquat de 23 400 € vers le Centre social amical René-Guerre, conformément à la convention de 2018. Souvenez-vous, chaque année, il y avait deux associations en alliance, maintenant le Centre social qui est là actuellement, et qui, au premier trimestre de l'année N+1, nous présentait un bilan et sur lequel nous présentions le solde de subvention qui va être présenté suite à la validation du bilan financier sur l'année N-1. Enfin, le QTC qui demande une avance à hauteur de 2 000 €, c'est notamment pour assurer l'achat et la préparation du tournoi qui se déroule au mois de juillet, puisqu'il y a des achats groupés de balles et puis de lots aussi qui sont mis en place et qui peuvent se faire assez tôt, mais qui demandent cette avance de trésorerie. Ensuite, nous avons aussi les résultats du concours des plus beaux chalets du marché de Noël. C'est Camille Coquelet qui a officié sur le sujet, avec un jury. Le premier prix revient à l'amicale des sapeurs-pompiers pour 150 €, le second au secours populaire. Il y avait 2-3 échos qu'on n'a pas voulu départager pour pas jouer sur le sujet, puisque c'était vraiment exactement la même note, que sont l'association sportive du collège et les amis de la Dole. Des questions particulières peut-être sur ces questions-là? Non. On va passer au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Votez à l'unanimité, je vous remercie. La tarification pour le spectacle du 23 mars 2019, la parole est à Camille Coquelet. Alors du coup, le 23 mars, on propose un spectacle qui s'appelle Le Royaume des Contes. Pour en dire 2-3 mots, c'est vraiment un spectacle d'humour, théâtre pur et dur, pas du tout conformiste, un hommage à toutes les personnes en fait qui font de nos journées paisibles des moments de cauchemar. Pour en dire 2-3 mots, et dans la plaquette de la compagnie qui est la compagnie Ad Vitam Jan Couter, il y a une citation de Frédéric Dard que j'ai voulu reprendre qui est « Heureux les fêlés car ils laissent passer la lumière ». Je trouvais ça assez sympa. Du coup, on propose une tarification pour ce spectacle qui est de 3 € par adulte et enfant de plus de 12 ans.
et gratuité pour les enfants de moins de 12 ans. Les recettes seront donc encaissées sur la régie cérémonie, spectacle et manifestations. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir décider donc de la gratuité pour les enfants de moins de 12 ans et de fixer le tarif de 3 € pour les adultes et les enfants de plus de 12 ans. Voilà, très bien. Je ne pense pas qu'il y ait de questions particulières. On passe au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires? Oui, une question. Non, c'est pas une question, c'est dans le domaine des citations de la Charte de Gaulle qui disait le royaume des cons qui comprendra. Merci, M. Gallier. Pas d'autres questions, d'autres remarques? Non, on passe au vote. Des abstentions, des avis contraires, je vous remercie. Le point suivant, la tarification pour la chasse aux œufs. Camille Coquelet. Comme tous les ans également, on propose donc le jour du lundi de Pâques, donc le 22 avril, c'est un peu tard cette année, mais le 22 avril, de proposer à 10 h donc une chasse aux œufs pour les enfants. Comme d'habitude, il y aurait deux catégories, les 3-5 ans et les 6-9 ans, avec une participation à 1 €. Proposition de le faire au parc de l'Aunel si le temps est agréable, et sinon au complexe sportif de la Corderie, comme on l'a fait l'année dernière, qui a plutôt bien fonctionné. Voilà, on réfléchit avec le service culturel pour donner une forme un peu plus ludique et un peu plus évoluée de cette chasse aux œufs, notamment pour les plus petits de trouver des œufs en plastique de façon à ce qu'on prépare des sachets équivalents, parce que c'est vrai que les petits ont tendance ou à marcher dessus ou à en prendre un et le donner aux copains et compagnie. Donc comme ça sera assez ludique avec des petits jeux et comme ça ils auraient le même nombre d'œufs à la fin. C'est une des propositions qu'on a. Et on cherche aussi des activités ludiques pour les plus grands, notamment peut-être une chasse au trésor un peu évoluée. Voilà. Donc il est demandé au Conseil de bien vouloir approuver l'organisation de cette chasse aux œufs le lundi 22 avril 2019 et de décider de la tarification à 1 € pour tout enfant de 3 à 5 ans et de 6 à 9 ans, avec une inscription en mairie avant le 15 avril. Très bien, merci à vous. Pas de remarques particulières sur la chasse aux œufs? Non. On passe au vote. Y a-t-il des abstentions, des avis contraires, votés à l'unité? Je vous remercie. La tarification différentielle pour les accueils collectifs du mineur, forcément, vous allez me dire que c'est un peu tôt, mais les inscriptions commencent assez tôt. Donc, un centre de loisirs qui sera organisé du 8 au 26 juillet, pardon, excusez-moi, c'est de plus en plus tard, l'école terminant de plus en plus tard aussi. Donc, on sera sur la base de 3 semaines. Forcément, bon, une présentation est faite, on rappelle que la commune aussi est signataire d'un CEJ avec la caisse d'allocation familiale, et puis il y a un certain nombre de conventions qui sont en place et qui nous obligent à avoir un certain montage en termes de tarification, notamment en reprenant les quotients familiaux et en faisant un tarif différencié qui est le brochino extérieur, toujours sur la base des différents quotients familiaux. Un tableau de tarification vous est proposé en annexe. Nous n'avons pas fait de modification maintenant depuis, je ne vais pas dire plusieurs années sur le sujet. Nous proposons de reconduire cette tarification pour cette session de juillet 2019 et puis aussi d'autoriser M. le maire à susciter auprès de la CAF du Nord les bénéfices des dispositions de la Convention des accueils de loisirs et du CEJ pour l'accueil collectif de mineurs du mois de juillet 2019. Ça aurait dû être précisé, 2019. C'est bien ça dont on parle. Des questions particulières? Oui, Mme la Présidente. Oui. Pas des questions. J'avais sollicité les services pour obtenir des documents concernant le centre de loisirs de 2018 et de 2017 pour obtenir le nombre de familles qui inscrivent leurs enfants dans le centre de loisirs en fonction des coefficients. Ça, c'était pour juger de l'efficience du dispositif LIA, dans lequel on est inscrit. Je n'ai pas eu les documents, donc je croyais les avoir sur table aujourd'hui. Le nombre de jours, c'est toujours 14 jours. J'ai pas fait le compte entre le 8 et le 26 juillet avec les week-ends et les jours fériés. Mais je crois que le 14 est un dimanche cette année, donc ça fait un jour férié de moins sur le sujet. Mais non, je ne sais pas sur l'état, mais forcément qu'on a un minimum de jours à respecter, sinon on est hors cadre ACM et puis hors cadre CEJ, forcément. D'accord, donc nous n'avons pas les budgets non plus aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi on ne nous a pas communiqué les documents. Je vais vous répondre simplement. Sur les tarifs détaillés par tableau,
Ça remonte au niveau de la RGPD, enfin, on en a discuté avec le directeur général des services et puis un service dédié qui est en train de se monter à l'agglo, c'est-à-dire qu'en termes de communication, on a étant un tarif entre guillemets discriminatoire, on est limité en termes de communication sur le sujet. Je sais que vous avez aussi demandé les bilans du centre de 2017 et de 2018. Nous n'avons pas été en mesure, on les a sollicité mercredi, on n'a pas été en mesure de rapporter puisque au niveau du pôle cohésion sociale, le responsable du pôle cohésion sociale était absent en congé. Ils vous seront communiqués, je vous l'assure, ultérieurement. Donc bilan 2017 et celui de 2018, de toute façon, va être présenté ici premier trimestre puisqu'on a toutes les présentations de dossiers des actions menées en 2018 à la CAF. Donc il est en cours de finalisation et je vous communiquerai 2017 et 2018. On aurait pu avoir 2017. Enfin bref, donc on ne peut pas juger de cette délibération, on n'a pas les tenants, les aboutissants, donc notre groupe ne prendra pas part au vote de cette tarification. Ok, très bien, c'est noté. Ça concernait 2019, c'est tout, je peux comprendre votre position. Alors, vous participez, j'ai 4 personnes, enfin 3 personnes plus une personne représentée qui ne participe pas au vote. Ça c'est pour le secrétariat de séance. Pour le reste, pas d'autres questions, on passe au vote. Des avis contraires, des abstentions, c'est validé à l'unanimité des votants. Très bien. Le point suivant, l'organisation d'une session de formation BAFA, c'est maintenant la 4e, je crois, ou 5e année qu'il y a cette organisation qui est mise en place. Donc globalement, pour expliquer un petit peu la situation, la commune contracte un contrat avec une société de formation qui est l'IFAC pour accueillir 10 stagiaires dans des locaux municipaux. L'IFAC facture la prestation 320 € par stagiaire et il est proposé pour les personnes de Quiébrochin qui souhaitent faire cette formation que la ville puisse prendre en charge 85% du coût, c'est-à-dire 272 €. Donc c'est-à-dire qu'on ne leur facture pas, la ville règle à l'IFAC mais ne facture pas aux bénéficiaires, mais que les bénéficiaires payent le reste, c'est-à-dire un reste à charge à hauteur de 15% qui représente 48 € et qui est réglé par le bénéficiaire à la commune. En contrepartie, il peut y avoir une mise en place d'un contrat dans le cadre du stage BAFA qui est la 2e étape, donc un contrat d'engagement éducatif pour les personnes qui ont bénéficié de cette remise, de venir faire le centre de loisirs, à la fois de valider leur stage pratique si ça se passe bien et de continuer leur formation BAFA et de pouvoir bénéficier d'une remise d'équivalente au coût de prise en charge par la ville initialement sur leur BAFA. Il y a aussi une petite nouveauté, je crois, cette année, c'est une tarification à 425 €, je crois, puisqu'on a eu la situation l'année dernière où il restait 1 ou 2 places et où des personnes extérieures nous ont sollicité, qui n'habitaient pas la commune ou qui venaient d'organismes associatifs, et c'était un peu bête de perdre finalement une organisation où il manquait de place. Donc on propose pour les personnes extérieures de la commune et qui ne font pas partie de ce dispositif finalement, de pouvoir participer à la formation BAFA et le coût de formation serait de 425 €. Alors pourquoi 425 €? On reprend les 320 € de l'IFAC et on y ajoute une différence, il y a entre guillemets une prise en charge de frais de dossier et puis des fluides, des bâtiments qu'on met à disposition ville pour organiser ce genre de choses, ce qui fait cette petite différence en termes de tarification. Ça organisera pendant les vacances de Pâques, donc avril 2019, je ne me souviens déjà pas des dates de vacances de Pâques non plus. Excusez-moi pour le calendrier scolaire qui est un petit peu oublié dans mon esprit, mais voilà, ça s'organisera ici et ça se fera, je crois, à l'ancien collège dans les locaux de la restauration scolaire. Pas de soucis particuliers, des questions, des remarques? Oui. J'aurais une question simplement je pense qu'on travaillait et on travaille encore avec les seniors. On a financé une étude avec les seniors. Les seniors. Ça ne me dit rien de l'organisme. Une méthode d'animation. Non. Peut-être ça me dit rien, moi. Si, vous l'avez refinancé en 2014-15. Bon, c'est pas le Oui, dites-moi. Donc, qu'est-ce que c'est que l'IFAC? C'est l'organisme qui organise la formation, comme ça se fait à STAJ et au Lagrange. Oui, enfin, voilà, pourquoi l'IFAC? On a travaillé, on a sollicité. Ouais, c'est la 3e ou 4e année que l'IFAC mène cette formation-là. Après, on sollicite à chaque fois d'autres organismes pour avoir aussi une proposition en termes tarifaires. Certains ne répondent pas parce qu'ils n'ont pas forcément de dispo, parce qu'il faut aussi les personnes encadrantes pour faire cette formation à la période précitée. Mais voilà, donc c'est l'IFAC qui a retenu un institut de formation et de conseil qui s'appelle l'IFAC. Voilà. On met même nous agir, je comprends pas votre intervention. Qu'est-ce que vous me dites? Ça fait 4 ans. Mais c'est pas vrai, je vous interroge pas. Je parle à monsieur le maire. Non, mais ça fait 4 ans qu'on est avec l'IFAC. C'est un organisme, je ne vais pas dire comme un autre, mais voilà. Si vous ne comprenez pas, il faut
partir à l'école si vous ne comprenez pas. Allez, Qu'est-ce qu'elle nous raconte? On me dit donc. allez, Monsieur le maire, je vous remercie pour vos précisions. merci Monsieur Gaillet. Autre question? Plus de remarques de personnes? On passe au vote. Abstention? Avis contraire? Vote à l'unanimité? Je vous remercie. Le point suivant, et qui fait qu'on se réunit notamment aujourd'hui pour des questions de délai, c'est l'attribution de la délégation de service public pour la crèche intercommunale Crépin-Quiévrochin. Je vais parvenir sur l'ensemble du dossier. Il y a eu une certaine communication, il y a eu une réunion à la fois avec les personnels, avec les parents qui étaient concernés, mais qui est ouvert aussi au public de manière générale pour présenter cette situation. Globalement, le conseil municipal s'était prononcé en mars 2018 sur le fait d'avoir recours à une commission, enfin à une délégation de services publics, notamment après un avis favorable émis par la commission consultative des services publics locaux qui avait été réunie le 10 janvier 2018. Donc on validait le principe de recours à un contrat de concession de services publics sous la forme d'une délégation de services publics par voie d'affermage pour des activités de crèche sur le territoire de Crépin-Quiévrochin et les caractéristiques principales des prestations que devrait assurer le délégataire. Ensuite, dans le détail, le groupement d'autorités concédantes reprend entre guillemets 3 équipements situés sur les communes de Crépin et de Quiévrochin. Il s'agit de l'établissement Sucre d'Or situé 293 rue des Déportes à Crépin d'une capacité de 10 places, l'île aux Marmots, 9 rue de la Gare, c'est la crèche intercommunale d'une capacité de 20 places, et les Petits Pousses 10 rue Jean-Memeuse à Quiévrochin d'une capacité de 15 places. Le coordonnateur qui a été la commune de Crépin a dû lancer un premier appel d'offres pour recruter un prestataire type AMO, donc assistance à maîtrise d'ouvrage, dont les missions sont des dégroupements dans la conduite du processus de contractualisation du début à la fin et d'assister chacun des membres dans la mise en place de la DSP et dans le suivi de la gestion de celle-ci, en particulier la première année. Donc le contrat n'est pas terminé puisque sur la première année de mise en place, la société va nous suivre. C'est notamment 2 sociétés avaient répondu et puis après analyse des offres, c'est la société Citexia qui a été retenue. Le coordonnateur, avec la collaboration des services des 2 communes et puis des élus sur le sujet, mais aussi de la CAF et des services de la PMI, ont monté un dossier pour la DSP. Et puis, une publicité a été lancée le 3 juillet 2018 avec la remise des offres pour le 31 juillet à 15h. À l'issue de la procédure d'ouverture des plis, qui s'est déroulée début septembre, 5 candidats ont déposé une candidature et ont été retenus, autorisés à présenter une offre. Il y avait une deuxième phase de procédure qui était une phase de négociation, c'est-à-dire qu'une première réunion de négociation a eu lieu avec les 5 candidats et avec une nouvelle remise sous pli suite à l'issue de cette négociation pour la proposition de ces 5 candidats, donc remise sous pli qui devait être faite au plus tard le 14 novembre 2018. Et à l'issue de cette deuxième remise sous pli, 4 candidats n'ont pas souhaité donner suite à leur offre après cette première réunion d'information. Un seul candidat avait donné suite, il s'agit de la société l'île aux Marmots. Les services de la ville, forcément Citexia et Citexia qui était retenu comme AMO, ont analysé cette offre pour savoir déjà si elle était recevable et puis deuxièmement connaître les critères et savoir si ça correspondait réellement au cahier des charges. Donc recevabilité administrative, technique, juridique et validation. Une nouvelle réunion de négociation a eu lieu le 13 décembre 2018, sur laquelle le candidat a présenté une offre qui devait être complétée voire modifiée, et il s'y est employé et l'a déposée définitivement le 19 décembre 2018. À l'issue du dépôt de cette offre, une seconde phase de négociation avec une offre complémentaire a été redéposée par le candidat, donc pour dire qu'il y a eu un processus quand même de travail, d'évolution et de négociation sur le sujet. On n'a pas pris une offre qu'on a ouverte et voilà. Il y a eu un gros travail sur cette question-là et le choix du délégataire finalement a été validé sur les dernières conditions et sur la dernière concession, les dernières propositions faites par le candidat et conformes à la demande et au cahier des charges développé par la commune de Crépin dans le cadre de son rôle de chef de file. Et l'île aux Marmots a été la seule entreprise restée en lice. Donc il y a eu une validation de la candidature et de l'attribution de cette DSP pour l'île aux Marmots pour une durée de 5 ans. Pour conclure la procédure, il y a eu une signature du contrat de concession le 13 février 2019, forcément entre les communes de Crépin, la commune de Quiévrochin et la société île aux Marmots. Il est simplement ici demandé finalement au conseil municipal de prendre note, à titre informatif, que la société l'île aux Marmots se voit attribuer à la délégation de service public de la crèche intercommunale multi-accueil Crépin-Quiévrochin avec une mise en œuvre à compter du 1er mars. Des informations, des questions, des remarques.
on est à votre disposition, en particulier, oui, monsieur Gaillet. Voici simplement une question qui, j'espère, n'amènera pas de commentaires environnants, périphériques. Les places, les 10 places, les 20 places, les 15 places seront mises au concours pour Crépin prochain. Ou alors il y a un fléchage pour le nombre de places pour prochain. Non, les affectations au 1er mars, on reste sur les affectations actuelles, elles ne sont pas mutualisées entre structures. C'est-à-dire que ce qui est présenté ici, c'est par structure. C'est pas par exemple à Quiévrochin s'il y avait 10 places, et Crépin, je sais pas, 15, on dirait, bon voilà, finalement, initialement il y en avait 15 à Quiévrochin, on va mettre que 10, et à Crépin il y en avait 15 initialement, on va en mettre 20, les 5 de Quiévrochin ou à Crépin. Ça fait pas un pot commun, les places qui sont là sont fermes et respectives par structure. En sachant que il y aura des évolutions sur le sujet, puisque là, on sera sur une continuité du service existant au 1er mars. Or, sur le cas de Crépin, il y aura des travaux qui seront menés en juillet pour passer d'une capacité de 10 à 15 places, et avec une capacité d'accueil en journée, de fourniture de repas et de couches, puisque l'accueil aujourd'hui à Crépin se fait en demi-journée, sans fourniture de couches et sans fourniture de repas. Donc, avec une enveloppe de 100 000 € de travaux, financés forcément Île aux Marmots, ville de Crépin, demande de subvention de la CAF. Qui vont consister notamment, puisqu'il y aura des repas, à créer la cuisine sur le sujet. Pour le cas de Quiévrochin, on restera sur un service continu jusqu'au 1er septembre. Au 1er septembre, la structure fermera pour une durée de 4 mois. Les enfants seront redistribués en amont et dès le 1er mars, il y aura un contact avec les familles, mais aussi avec les familles qui anticipent une inscription en septembre, pour positionner les enfants soit sur la structure de Crépin, soit sur celle de Crépin. Il y a Crépin Centre rue des Déportés et Crépin Blanc-Misseron, on va dire. De le positionner sur Crépin et d'avoir une réserve, puisque comme ils monteront en capacité au 1er septembre, il y aura la possibilité que les parents qui sont accueillis ici soient accueillis en priorité sur cette possibilité de monter en capacité à Crépin. Ou sinon, deuxièmement, de solliciter le relais d'assistante maternelle pour avoir des possibilités de positionnement en rame. 4 mois de travaux à Quiévrochin, 195 000 €. C'est des travaux assez importants, notamment de remise aux normes du bâtiment. Alors, je ne parle pas de normes de sécurité, puisqu'on a un avis de la commission de sécurité qui a été favorable, mais je pense de normes surtout qui sont avisées par le médecin PMI, puisque changement de prestataire, le médecin PMI, quand il y a un changement de prestataire, revient et fait un contrôle complet des structures et fait un certain nombre de préconisations pour continuer l'exploitation de la structure. Donc une négociation a été faite pour dire voilà, il y avait une continuité de service à faire en mars, laissez-nous une possibilité d'exploiter de mars à début septembre dans les conditions existantes, et en septembre on commence les travaux. La sécurité qu'on a pu aborder aussi, c'est que les travaux devaient être de toute façon menés en septembre, puisqu'ils étaient repris dans le cahier des charges. Et si les travaux ne sont pas menés sur cette date-là, dans les délais impartis, il y a forcément des pénalités. Donc les services de la PMI ont été rassurés sur le sérieux aussi du calendrier de travaux proposés et ont laissé finalement ce laps de temps à titre dérogatoire pour continuer cette exploitation de mars à septembre. Voilà ce que j'avais à dire. Très exhaustif peut-être. Maintenant, je vous rappelle ma question, je voulais savoir combien il y avait de places à Quiévrochin. 15. Voilà, merci. Journée, 8h30, 17h30 je crois, avec service repas et couches proposés. Oui, même question. Voilà. Alors, moi c'est juste pour m'informer, parce que comme on n'était pas à la réunion, donc on a confié déjà la gestion du RAM à l'île aux Marmots, ça a été intégré d'ailleurs dans le contrat enfant-jeunesse. Il y a eu dans ce contrat enfant-jeunesse également 9 places crèches qui ont été intégrées. Ça a un coût, ça, pour la commune. J'ai relevé en 2017 qu'on versait à l'île aux Marmots 23 000 € par an sur 7 mois. C'est le RAM, ça, ou c'est les 9 places cette somme. Alors, ma question, ça sera à quoi correspond cette somme? Et je crois que vous êtes en phase de renouvellement du contrat enfant-jeunesse. Alors, qu'en sera-t-il de ces 15 places? Est-ce que les places nouvelles vont être intégrées dans le CEJ? Et quel va être le financement pour la commune? Comment ça se prépare tout ça? Alors, pour que je revienne sur votre somme de 23 000 €, je ne pense pas que ce soit une participation au RAM, parce que oui, je crois que la hauteur de participation au RAM est de 8 ou 9 000 €, puisqu'il est réparti, il y a intercommunal Quiévrochin, Crépin, Vic, Caroux, Bromby, et ça a été réparti au nombre d'habitants, etc. Donc il y a un coût, c'est le coût d'un salaire chargé plus des frais administratifs divisé par le nombre d'habitants. Donc les 23 000 €, ça ne doit pas être ça, ça doit être une participation auprès de l'île aux Marmots dans le cadre de la convention passée avec la ville de Crépin sur des places de crèche réservées sur la crèche intercommunale. Donc pour les 9 enfants. Donc c'est ça. Sur ce qui va
sur lequel on va s'atteler aujourd'hui. Quels coûts vont être mis en place? Les 9 places sont toujours validées en priorité pour des gens de Quiévrochin sur cet espace intercommunal situé à Blanc-Misseron, complété par des places réservées par la commune de Crépin, et des places réservées par Bombardier. Bombardier serait peut-être en demande d'évolution de place parce que je crois qu'actuellement il réserve 2 places et il évoluerait vers 3 à 4 places puisque ses effectifs vont augmenter. C'est un service qu'il souhaite apporter à ses employés, donc il y aura une renégociation de la distribution des places sur le sujet, mais pour l'instant c'est qu'à titre d'étude. Donc on reste toujours sur les 9 places sur l'accueil intercommunal, l'accueil Blanc-Misseron, Crépin-Blanc-Misseron. Sur le cas de Quiévrochin, comment on va évoluer les choses? On va être sur un fonctionnement pour les 15 places sur le multi-accueil. Le contrat prévoit un fonctionnement à hauteur, je crois, de 64 000 € par an pour le fonctionnement, pour financer les 15 places. Ça, on ne l'invente pas, c'est la DSP, il y a des tarifs par enfant, par occupation, c'est ce qui sera facturé à la ville. À cela, il faudra ajouter un coût annuel sous forme de subvention d'équipement à hauteur de 24 000 € par an pour une durée de 4 ou 5 ans, je crois, qui va finalement venir être la compensation d'investissement des 195 000 € de l'îlot Marmot sur les travaux qui vont être faits ici. Globalement, l'îlot Marmot réalise des travaux en allant chercher la possibilité des subventions à la CAF. La ville donne un équilibre, en fait c'est comme une avance de trésorerie, et chaque année la ville vient donner une subvention d'équipement. Pourquoi? Alors on est gagnant sur le sujet parce qu'en passant par cette méthode-là, premièrement, l'îlot Marmot, on est sûr qu'il réalise puisque c'est compris dans le marché public. Alors je ne dis pas qu'on va détourne les marchés publics puisque dans le DSP, avec affermage, c'est quand il y a une partie de travaux. Donc on n'a pas besoin de relancer un marché de travaux à côté ou quoi que ce soit, on a fait cette option d'affermage. Deuxièmement, on est gagnant aussi sur cette subvention d'équipement dans le sens où on va pouvoir amortir l'équipement nous-mêmes sur les deniers communaux puisqu'on y verse une subvention, mais on va pouvoir aussi déduire la FCTVA sur cette subvention d'équipement. Donc voilà un petit peu le travail. Donc globalement en ville, on aura 64 000 € de fonctionnement par an, plus, on doit toujours être autour des 23, j'ai pas regardé le tarif pour les 9 places réservées en crèche interco, plus les 24 000 € sur la durée de 5 ans qui vont venir amortir les travaux, mais qui eux seront en subvention d'équipement, donc en cession d'investissement. Est-ce que je suis un petit peu plus clair pour vous? Je peux pas être beaucoup plus exhaustif. Alors, oui. autre question. Oh, c'est Laissez-le, il faut les s'allumer. Voilà. Alors, autre question aussi, le devenir du lieu d'accueil par l'enfant. Je suppose que la crèche ne reprendra pas les activités qui existaient et qui étaient aussi, donc, au service des habitants, des familles de Quiévrochin. Donc, que va-t-il en être de ces services? 2 questions ont été posées. La première, dans la création de ce cahier des charges, ont été reposés tous les services existants au niveau des structures, qu'elles soient crépinoises ou quiévrochinoises. Forcément, des discussions ont été aussi mises en place avec les prestataires actuels, mais aussi avec la CAF, sur le devenir de ce qui existait, sur, je ne vais pas dire l'utilité, mais s'il y avait une réelle utilisation du sujet et comment on voyait l'évolution. Pour l'instant, c'est toujours inscrit dans le cadre du CEJ, mais comme vous l'avez souligné, le CEJ est en cours de renégociation. Il se peut que, au vu des éléments qui ont été donnés en termes de fréquentation et de besoins des familles, notamment par des enquêtes statistiques menées par la CAF, que ce type de structure ne soit pas repris, premièrement. Deuxième option, dans le cadre du renouvellement du CEJ, on rediscute et on valide un maintien effectivement de ce lieu parent-enfant. Et là, 2 options se présenteront à nous. Soit travailler sur un avenant lié à cette DSP pour reprendre ce lieu parent-enfant dans certaines conditions, soit faire intervenir une structure tierce sur le sujet. Donc finalement, entre guillemets, 2 options, on maintient pas. Et 2 sous-options en cas de maintien, si on maintient, forme d'avenant dans le cadre de la DSP qui doit être revue. Souvenez-vous qu'on s'adjoint toujours les services de Citexia, qui est l'AMO pendant la première année, pour suivre la DSP, mais peut-être pour discuter aussi de ce besoin et de comment le rattacher si on le maintient dans le cadre du CEJ. Deuxième option, si on ne le rattache pas directement à l'îlot Marmot, quelle option juridique on aurait et quel lieu on aurait pour continuer de développer ce lieu par enfant. Voilà. On pourrait être invité à ces réunions, c'est quand même important pour l'avenir de notre La réunion c'est des réunions techniques, il y a des techniciens, et puis généralement c'est moi qui assiste, je crois des fois Madame Loire sur le sujet. Mais les partenaires voilà. vont être invités quand même.
même. Mais les partenaires associatifs qui interviennent sur la commune ou quoi que ce soit, ils sont invités. On est déjà à la 3e réunion de révision du CEJ. Comme on a une réunion trimestrielle de pilotage de la politique jeunesse et des partenaires socio-éducatifs sur la commune qui a été mis en place par l'initiative de la ville avec la CAF, l'AGLO, le conseil départemental, et je passe encore d'autres structures, mais voilà un petit peu la situation. Voilà, je pense avoir répondu à l'ensemble des questions. S'il y en a pas d'autres, on va passer, il n'y a même pas de vote, c'est simplement prendre note de l'attribution de ce marché. Le point suivant, il s'agit d'une vente par la société immobilière du Grand Hainaut de 92 logements situés sur le territoire de la commune. Ah, il y en avait une... Non, 4.2. Monsieur Namor, vous allez un petit peu trop vite. Le 4.2, vente par les SIGEL de 92 logements situés sur le territoire de la commune. On ne va pas reprendre la situation. Il y a notamment la loi Elan qui est venue sur le sujet et qui demande aux bailleurs d'avoir un certain nombre, comment dire, de faire une diète et une purge dans la vente de ces logements. Nous avons rencontré les services de SIGH. Il s'agit notamment de vente de... Alors moi, j'aime pas le terme 92 logements individuels, puisque moi, j'appellerais ça plutôt techniquement, sans rentrer dans le détail, des individuels groupés, puisqu'il s'agissait d'un certain nombre de bâtiments qui sont divisés des fois en 4 ou 5 logements, c'est-à-dire qu'on a 4 gros murs et on a 4-5 logements de séparation, sur lesquels souvent des toitures ont été rajoutées, puisqu'au départ, c'était des toitures terrasses et des toitures en pente tuiles ont été rajoutées sur le sujet. Nous avons forcément rencontré les services de SIGH, nous avons reçu aussi un courrier de la part de la DDTM qui avait été averti, notamment au service de l'État, sur ce principe de vente. Un avis est demandé au conseil municipal et nous avons posé un certain nombre de questions, des fois dérangeantes aux bailleurs, et sur lesquelles nous avons reçu des réponses très récentes, mais qui, je pense, autour de cette table feront l'unanimité sur le fait que ces questions sont quand même aujourd'hui assez floues. Je vous le dis tout de suite, je vais vous proposer, si vous en êtes d'accord, d'émettre un avis défavorable sur cette vente, et je vais essayer de m'en expliquer de manière assez générale et je laisserai compléter peut-être les uns les autres qui ont des remarques sur le sujet. Avis défavorable, pourquoi? Premièrement, on n'a pas de plan de compensation de mise en place et de construction de nouveaux logements sociaux. 92 logements sociaux, c'est quand même de manière assez importante. C'est un plan qui se fait sur 10 ans, si je ne me trompe pas, mais 92 logements sociaux sur 10 ans, c'est compliqué. En sachant qu'aujourd'hui, les bailleurs sociaux sont quand même dans des situations complexes pour faire de la promotion, rien ne nous dit que demain, ces 92 logements qui vont tout doucement, parce que ils ne sont pas décomptés du nombre de logements sociaux de la commune du jour au lendemain, il y a un temps d'amortissement, mais que ces logements vont disparaître, ne seront pas compensés peut-être par la création de nouveaux logements sociaux sur la commune. Donc, à terme, avoir une difficulté et une baisse trop importante de ce nombre de logements sociaux et finalement nous faire tomber en RNU comme certaines communes l'ont eu, parce qu'on n'aura peut-être plus de foncier pour développer du logement social ou des équipes de projet. Première question. La deuxième question, elle est aussi sur les questions que nous avons posées au service de SIGH. Nous avions reçu les services de SIGH en présence, si je ne me trompe pas, de M. Donné, adjoint à l'urbanisme, M. Silvestri, en charge du logement, et Mme Cachemaret, conseillère municipale, assistée de juristes, sur lesquels nous avons posé un certain nombre de questions. Ils sont obligés de fournir un certain nombre de, comme lorsqu'on vend un logement, des diagnostics de performance énergétique, etc., tout ça, qui sont classés et qui pour eux sont tout à fait raisonnables et qui pour la DDTM et dans le cadre de la loi Elan rentrent dans les normes permettant une vente de logement. Sauf qu'un certain nombre de problèmes se sont soulevés. Nous avons soulevé le problème de la performance énergétique. C'est quand même des logements qui sont classés dès aujourd'hui sur une échelle qui va jusque F. Donc on est quand même sur un niveau de performance énergétique peu élevé et avec des difficultés peut-être pour les futurs propriétaires à se chauffer sur le secteur. Quand bien même les chaudières ont été remplacées assez récemment, ça apparaît sur le diagnostic, mais voilà. Le deuxième élément qui a été posé en termes de questions, c'était aussi sur des problématiques de toiture qui ont été ajoutées sur ces logements et à savoir qui serait propriétaire des toitures à l'avenir, puisqu'on le disait tout à l'heure, est-ce que chacun va être propriétaire sur morceau de toiture? Et finalement, des problématiques qu'on pourrait y avoir à l'avenir si l'un des propriétaires souhaiterait renouveler sa toiture ou sa façade, et finalement le manque d'homogénéité entre plusieurs logements qui ne ressembleraient plus à rien, puisqu'un aurait un tel type de façade, l'autre à côté un autre, puis un autre à côté encore un autre type de façade. Là, on a un même propriétaire, forcément que s'il part sur les travaux de rénovation, il fait quelque chose de commun et de cohérent qui tient la route.
problématique et problématique d'accès à la toiture parce qu'en fait il s'agit d'une toiture commune ouverte sur l'ensemble des bâtiments. Si le propriétaire rachète son morceau de toiture, il faut un moment qu'il y ait un morceau de séparation entre son morceau de toiture à lui et celle du voisin. Autre sujet problématique, les mises aux normes d'électricité qui sont pour eux partiellement aux normes. Pour nous ce n'est pas forcément le cas et dans les réponses apportées par la CGH, je ne suis pas rassuré sur cette question-là. Dernier élément, on a aussi avant-dernier élément, les PV de résistance au feu des bâtiments. Et là, ils ne sont pas dans la capacité de nous donner des PV de résistance au feu, nous disant que les constructions datant d'avant la législation, ils ne sont pas dans l'obligation de les fournir. Sauf que demain, il y arrivera un sinistre important, on pourrait dire la commune a été complice, elle a laissé vendre et patati et patata. Aujourd'hui, moi, je vais avoir des éléments concrets qui poussent peut-être un peu plus leurs études pour que si des personnes doivent acheter, qu'on puisse y donner un avis favorable, on ait quand même un maximum de garantie sur le type de logement qu'on veut. Le dernier élément, il est aussi sur les, alors vous allez dire c'est anecdotique, mais sur les descentes d'eau et les gouttières. Il y a une gouttière tous les 2 logements. On leur demandait comment traiter cette problématique de gouttière au cas où cette gouttière ne serait pas entretenue ou un chéneau pas entretenu et que ça poserait des dégâts des eaux chez le voisin juste à côté, puisqu'il n'y a pas une gouttière par logement, une gouttière pour les 2 logements. Et il nous répond simplement qu'il mettra en place une servitude dans les actes notariés, sauf que ça, je sais ce que c'est les problèmes de demain, les rendez-vous chez monsieur le maire, mon voisin il fait pas sa gouttière, et je suis embêté, je sais pas quoi faire. Donc ces éléments-là sont pour nous très peu probants et c'est propre sur la structure de logement. Et puis après, il y a une position assez générale sur le sujet, c'est qu'aujourd'hui, on arrive quand même à avoir mener plus ou moins une politique cohérente sur des quartiers quand on a un seul interlocuteur qui est un seul bailleur, quand bien même c'est compliqué aussi, alors que demain, on va multiplier le nombre de propriétaires individuels. Et moi, j'estime que c'est aussi la porte ouverte, ce genre de choses, à peut-être à des investisseurs très peu intéressés pour faire de l'investissement locatif de qualité, mais de racheter des logements des fois pas trop chers et de pouvoir les remettre en location avec des problèmes de copropriété à l'avenir et de voisinage à l'avenir. C'est-à-dire que sur ce genre de disposition, pour moi, on crée peut-être les problématiques de demain, voire les ghettos de demain, qu'il faudra aller travailler, et non pas avec des bailleurs sociaux, mais avec une multitude de propriétaires individuels, et des fois même des propriétaires occupants qui seront en précarité énergétique. On le disait tout à l'heure sur la performance des logements. Donc il y a un tas de raisons qui jouent sur le sujet, je pense avoir assez développé, et qui nous poussent aujourd'hui à proposer un avis défavorable. Je sais qu'il y a eu un certain nombre de discussions dans des communes, toutes couleurs politiques confondues, sur le sujet, où il y a des positions des fois très différentes, mais généralement ça pose énormément de questions, des questions qui ont été relayées aussi à l'ADLO sur le sujet, et où les bailleurs ont des fois même répondu. Il y a eu une intervention à la conférence intercommunale du logement sur ces questions-là, et sur d'autres commissions logement où ça a été répondu, de toute façon on demande l'avis des communes, mais on s'en fout, on vendra quand même. Donc voilà, en tout cas aujourd'hui, notre position est de proposer un avis défavorable. Oui. Bien, mais je me réjouis que vous êtes, comme nous, attentifs à ce quota de logements sociaux. J'avais cru lire en 2014-2015 que vous en aviez marre de ces logements sociaux et que vous voudriez étendre aux classes moyennes, ce qui est logique, pour ramener un petit peu de richesse. Je reprends vos termes. Mais maintenant, je voudrais mettre l'accent sur ce qu'on a voté le 3 février 2017 concernant l'abattement de 30% sur la taxe foncière sur les propriétés bâties pour traiter en priorité les besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la ville, c'est-à-dire ce qui nous intéresse aujourd'hui. Et là, je voudrais que M. Silvestri nous dise ce qui a été fait au niveau de la commune, puisqu'on devait intéresser les habitants pour pouvoir mener des actions qui contribuent à la tranquillité publique, à l'entretien et à la maintenance du patrimoine. Quand vous me dites, et vous avez raison, il ne faut pas laisser partir le patrimoine parce qu'on ne sait pas comment il va être géré, les marchands de sommeil pourraient s'y intéresser et puis faire n'importe quoi, on est d'accord. Par contre, le problème reste entier. Qu'avons-nous fait depuis le 3 février 2017? Enfin, qu'avons-nous fait? Non, vous pouvez être un peu moins diplomate. Qu'avez-vous fait depuis février 2017 en ce qui concerne l'état de délabrement de la cité de Moselle, avec des rénovations qui ont été faites en 2013? D'accord? La dernière rénovation importante, c'est 2013. Depuis 2013, il n'y a pas grand-chose. Si, il y a eu des rénovations de routes, c'est très bien, mais vous savez le niveau, de toute façon vous le savez mieux que moi, puisque nous sommes en quartier prioritaire de la ville. Donc c'est la misère qui règne là-bas. Donc avant de proposer ça, il faudrait qu'on s'occupe sérieusement des logements de la cité
rue Gilles Nemans, rue des Champs, rue Victor Lecoq et Nemans. Une réponse, Monsieur Gaillet, sur le sujet. Premièrement. Une seule réponse. Vous parlerez quand même de ce que je vous ai demandé sur la taxe foncière. Bien sûr. Je vous donne deux réponses. La première, sur la politique du développement de logement et de la mixité sociale sur la commune, la position ne change pas. C'est-à-dire qu'en termes de programmation, et écoutez bien ce que j'ai dit précédemment dans mon intervention, si on diminue de 92 logements, si on regardait un quota qui est évalué en pourcentage qui est aujourd'hui entre 36 et 37% du parc de logement sur la commune qui est repris en logement social, si on regardait un pourcentage non pas élevé mais raisonnable pour éviter de tomber sur la loi SRU, c'est-à-dire déficit de logement social, il faut absolument faire gaffe à ce qui est vendu, faire gaffe à ce qui pourrait se construire en logement social, mais aussi trouver l'équilibre avec toute la promotion immobilière peut-être privée hors sociale qui pourrait se faire. Puisque demain, si c'est de la programmation hors sociale qui se fait sur la commune, niveau constant sans vente de logements sociaux, on va peut-être passer de 37% à 34%, et puis peut-être après à 33%. Si en plus on y ajoute des ventes massives de patrimoine, très rapidement on va se retrouver sur les 25%. Donc, équé sur la promotion sur le sujet, l'objectif reste toujours d'avoir un développement plutôt axé sur l'accès à la propriété, sur du lot libre, mais aussi sur certaines opérations spécifiques. Je reviens encore dessus. S'il y a une opération de logement plutôt à destination des personnes âgées, elle se fera forcément prioritairement par un bailleur social pour notamment garantir des loyers modérés et une accessibilité aux personnes de Kiel-Rochin sur le sujet. Mais je reste toujours sur la même ligne en disant qu'il faut à la fois défendre le logement social et faire très attention à ce qui peut être vendu, mais aussi promouvoir en priorité de la construction et de la promotion privée hors sociale. Premier point. La deuxième réponse. Vous me parlez de la TFPB. Ça fait plusieurs fois que la DDTM, que j'ai vu 2 fois en rendez-vous, que Valérie Fornès, qui est élue à l'aglo en charge de la GUP, me parle de la TFPB en me disant comment ça se passe, est-ce que ça se passe bien à Kiel-Rochin, est-ce que les choses sont faites ou quoi que ce soit. Ça fait plusieurs fois, je leur dis non, ça ne se passe pas bien, puisque j'aimerais bien avoir un état clair de ce que le bailleur a comme exonération. Alors si je ne me trompe pas, SIGH doit être autour des 88-89 000 euros par an. Et doit m'aligner par an, et c'est une obligation auprès de la DDTM en disant voilà, sur les 88-89 000 euros de TFPB, je les réinvestis pour faire ça. Une première partie qui a été investie, elle a été investie sur des réfections de logements et notamment de piétonniers et d'accessibilité sur des logements de la rue des 8 nuits. Les logements qui ont été faits au bout. Je crois que c'était une enveloppe qui a reçu une subvention, enfin un soutien de garantie d'emprunt de l'aglo, là c'était Jean-Pierre Donnet, c'est un dossier qui remonte un petit peu, qui date au début de mandat, mais je crois qu'il y avait 1 200 000 euros de travaux avec une garantie d'emprunt de l'aglo. Sur des logements rue des 8 nuits, alors effectivement, c'est pas Gilles Nemans, 1 200 000 sur les 8 nuits, je trouve que c'est pas mal, je crois que ça représentait une quarantaine de logements. La première enveloppe TFPB, elle a été mise en place sur la réalisation piétonnier et d'aménagement sur le sujet. Deuxième chose. Sauf que, et là je vous rejoins, sur les 2 programmations suivantes, SIGH n'est pas en capacité, ou du moins le peu de choses qui m'ont été présentées, ne sont pas pour moi des choses satisfaisantes. C'est-à-dire que faire passer des veilleurs de nuit dans les cages d'escalier des immeubles sur lesquels on ne rencontre pas de difficultés aujourd'hui, encore rencontrerions-nous, je pourrais comprendre. Tout ça sur le front Kiel-Rochin est mutualisé sur leur parc social complet. Me présenter la création de locaux poubelles, qui sont pour moi même pas de la compétence du bailleur, mais une compétence de l'aglo de créer les conditions poubelles sur le sujet et de le financer avec la TFPB, ne sont pas pour moi des choses satisfaisantes. Et quand je leur demande de me présenter des vrais plans qui tiennent la route sur un développement et des travaux de rénovation sur le quartier qui vont être entamés cette année, ils sont un petit peu durs de l'oreille, ils n'arrivent pas à me les présenter. Donc oui, effectivement, il y a un déficit d'un an de programmation, je dirais peut-être même un peu plus, et d'action TFPB menée sur le quartier prioritaire, puisque les présentations et les objectifs qui ont été menés qui ont été proposés par SIGH et non menés, je le rappelle, ne sont pas satisfaisants à l'égard de la commune. Ça fait plusieurs fois que je préviens la DDTM sur le sujet, ça fait plusieurs fois que SIGH essaie de venir me voir en disant ouais mais bon acceptez, soyez sympa et patati et patata. Je ne suis pas d'accord. Donc effectivement ça bloque, je suis d'accord avec vous, mais sur une réelle
problématique, c'est que ce qui est proposé n'est pas conforme à ce qui pourrait se faire sur le quartier. Voilà. Mais nous sommes d'accord, mais ne vaudrait-il pas mieux qu'avec les habitants, qu'on fasse remonter les besoins et qu'on dise à SIGH, enfin l'IHLM, comme on les appelle avant, il y a du boulot là, il y a du boulot. Ne vendez pas, ne vous séparez pas du patrimoine. Il faut remonter ces manches. Mais il faut les gagner, j'attends pas après vous qui ce soit pour les remonter. Attendez, sinon aujourd'hui on aurait voté sans favorable, terminé, bonsoir, et puis la vie est belle. Hein. Oui, mais vous avez l'expérience d'autres villes, c'est pour ça que vous avez mis des réserves. Mais j'ai pas l'expérience d'autres villes, puisque je peux vous fournir des documents. Les premiers documents datent de décembre 2018. À l'époque, aucune ville ne s'était encore positionnée. Donc on est en réunion de négociation avec SIGH. Décembre 2018, une réponse que j'ai reçue le 19 février, un courrier date de décembre 2018, et un courrier que nous avons aussi fait récemment auprès des services de la DDTM pour dire qu'on proposera un avis défavorable. Maintenant, au-delà de ça, on commence cette rénovation, on est en train d'analyser la retenue du maître d'œuvre pour la rénovation de quartier, et dans le cahier des charges qui a été proposé, c'est de mener un certain nombre de réunions publiques, à la fois sur le travail et l'aménagement du quartier, mais aussi sur les problématiques de logement, avec ce maître d'œuvre et un cabinet qui animera certainement ces réunions publiques. Bon, effectivement, c'est l'occasion de communiquer auprès des habitants sur, premièrement, ce qui va se faire, qui est un processus de vente. Moi, j'en ai déjà reçu des habitants et j'ai déjà eu des échos, puisque certains qui quittent leur logement aujourd'hui, les gens disent, il y a un logement qui se libère là, j'ai une demande au logement, ça pourrait correspondre. Quand on contacte les services de bailleur, le bailleur nous dit non, je ne remets pas parce que je souhaite le mettre en vente. Sur une vente, nous n'avons pas encore validé, et sur laquelle nous avons donné un avis défavorable. Et sur d'autres habitants, il y a déjà aussi une approche, et comme tous les ans, je pense qu'ils reçoivent un courrier, et puis une information qui dit que leur logement risquerait d'être en vente, qu'ils pourraient l'acheter à prix préférentiel, etc. Bon, ça, c'est les dispositifs de la loi. Attention, je tiens à être d'une certaine manière assez rassurant sur le sujet. C'est pas 92 logements et qu'on met en vente du jour au lendemain. Il y a quand même un processus encadré. Premièrement, le logement peut être mis en vente si le bail est terminé, si quelqu'un quitte le logement ou quoi que ce soit. Tant que le locataire est là, renouvelle son bail et reste dans le logement, le bailleur ne peut pas le vendre. Deuxièmement, il y a un principe de priorité sur la vente du bien. Si le bien, demain, quelqu'un est intéressé, l'occupant peut l'acheter en priorité avec une remise sur le sujet. Si la personne occupante quitte le logement et qu'elle ne veut pas l'acheter, c'est d'abord des gens qui sont locataires, et pas Paquet Brochard, mais dans l'office HLF, qui peuvent l'acheter en priorité avec une remise. Et le dernier élément, c'est que là, si effectivement, s'il n'y a toujours pas eu d'acheteur potentiel sur le sujet, il est ouvert au marché privé, à un marché beaucoup plus ouvert. Donc, il est hors de question, et ça comptez sur moi pour le faire savoir très prochainement, de mettre des gens dehors ou d'aller dire aux gens, ah bah vous avez vu, ils vont vendre les logements, donc on va casser votre mettre dehors. Comptez sur moi. Surtout vu le contexte des élections qui peut approcher, ça peut être un certain nombre d'arguments en termes de discussion. Donc comptez sur moi là-dessus pour réunir les gens et leur expliquer le principe aussi. Non mais, non mais je le dis tout de suite ici en vidéo, le garde à pouvoir, ne prenez pas les devants en allant faire peur aux gens en disant vous mettre dehors patati patata. Les choses seront claires, elles seront posées en réunion telle qu'on l'a fait, et j'espère que vous serez là aussi et que vous direz on a fait un avis défavorable, on est bien content que cette réunion, se réunion se tienne pour telle raison, sans vouloir faire de pub, après vous l'appréciez pas, ça c'est autre chose, mais au moins que vous soyez présent en tant qu'élu, parce que c'est ouvert à tout le monde et c'est pas interdit, pour qu'on puisse en discuter. Mais voilà la discussion qu'on a dessus. Maintenant, effectivement, la TFPB, j'arrive même des fois à me dire que je regrette d'avoir fait voter une exonération de TFPB. Et là, oui, en janvier 2017. J'arrive parfois à me dire que sur le plan, on aurait mieux valu continuer à toucher de la taxe foncière, à mener nous-mêmes et à flécher une enveloppe sur le sujet, que d'aller. Et beaucoup de communes aujourd'hui sont en train d'en discuter de cette question-là. Ça se passe niveau CAVR, mais il y a une vraie discussion, puisque les bailleurs, il n'y a pas qu'à SIGH, dans d'autres communes sont concernés avec d'autres bailleurs, les bailleurs ne jouent globalement pas le jeu. C'est-à-dire qu'ils prennent leur exonération, et puis derrière, quand ils doivent décliner leur plan d'action, on fait une journée avec un lâcher de ballon. Un lâcher de ballon, 88 000 €, ça fait cher quand même. Oui, ça c'est un problème politique national. Tous les bailleurs sont ruinés. Mais cette vente-là, elle est sur un problème politique national. Mais si, ça, les HLM, c'est national. La SIA, Soginor, Maison et Cité, HLM, Mais on est d'accord.
Cette délibération-là et la loi Elan, cette disposition de vente du patrimoine beaucoup plus facilement, elle a été négociée par les représentants des SA d'HLM quand Emmanuel Macron a demandé de faire un effort de 5 € sur les APL. Donc, les HLM ont dit ok, on fait l'effort, mais en contrepartie, vous nous laissez des largesses dans la gestion de notre patrimoine et vous nous laissez refourguer nos vieux logements, quoi que ce soit. Et encore, c'est de l'individuel groupé. On a posé la question parce qu'on a dit demain on ira plus loin. Et sur des collectifs, comment va-t-on gérer demain des ventes d'appartements sur des collectifs comme le Coq, la Mine ou les Douanes? Non, mais les collectifs, c'est rentable. Mais d'une certaine manière, non mais ça pourrait arriver, puisque demain, à un moment, ils auront peut-être plus d'individuel. Donc à un moment, ils iront un petit peu plus loin. Le parc de la commune sur du parc social est quand même composé à 65-70% de logements collectifs. Donc voilà, l'individuel va partir très rapidement. Enfin voilà, en tout cas, il est proposé d'émettre un avis défavorable. S'il n'y a pas d'autres remarques, peut-être d'autres remarques, non, personne sur le sujet. Nous, c'est une discussion qu'on avait eue en interne avec l'adjoint au logement. Alors, vous disiez tout à l'heure, l'adjoint au logement, quoi que ce soit, sur ces questions de TFPB, on les a gérées. Tout à l'heure, j'ai été interpellé. Ce n'était pas vérifié. Ici, j'interpelle non pas l'adjoint au logement, mais je dis qu'a fait l'adjoint au logement, c'est tout. Je ne le remets pas en cause. Eh ben on a eu ces réunions, non, mais on a eu ces réunions sur la TFPB qui sont pas satisfaisantes. Après, au-delà de ça, ces réunions ont des fois été menées en ma présence, des fois avec le DG, des fois, voilà, avec différentes personnes sur le sujet. Des fois, c'était les adjoints, c'était pas forcément moi qui étais là. Mais en tout cas, en dernière mouture sur les différents éléments qu'on a eu, c'était là-dessus. Après, je pense qu'il est assez souvent sollicité, notamment quand il va aux commissions d'attribution, par les techniciens là-bas en disant hey, monsieur Silvestri, tant que vous êtes là, tel truc là, c'est pas encore réglé, donc il faudrait qu'on règle tel problème ou quoi que ce soit. Donc croyez-moi qu'il est au fait quand même ces questions-là, puisqu'en commission d'attribution, ils sont quand même assez. Il y en a une dernière, je remercie Mme Cachemary qui était allée cette fois-là, M. Silvestri n'était pas là, et qui m'a dit ils m'ont dit qu'ils allaient répondre rapidement au courrier. Effectivement, je l'ai eu 2 jours après. Bon, 2 mois après, mais il y a eu les fêtes, il y a eu pas mal de choses, je peux comprendre. Mais voilà. Avis défavorable. Pas d'autres remarques, c'est bon pour vous? Non, simplement pour vous dire que vous pouvez compter sur nous pour qu'on aille voir les habitants et qu'on leur dise leurs droits et leurs devoirs et leurs droits surtout. Et on le fera de manière commune, je pense, et pour que ça se passe au mieux pour les habitants. Ok? De manière individuelle, on le fera de manière collective et peut-être une démarche individuelle s'il le faut. On propose au conseil municipal d'émettre un avis défavorable. Donc, qui est d'accord pour un avis défavorable? Unanimité sur le sujet? Impeccable, très bien, je vous remercie. Le point, il s'agit d'affaires administratives, une convention de partenariat, période 1 et 2, mercredi 10, toujours atelier de motricité, activités sportives, c'est notamment avec le judo. Pourquoi? Parce qu'il y a une personne qui travaille au judo qui a les diplômes pour faire l'encadrement sur ces activités sportives. C'est pour ces raisons-là. Pas de remarques particulières, on est sur la même tarification, tout est détaillé. Des abstentions, alors on est sur la délibération suivante. Sur les mercredis kids. Oui. Pas de remarques particulières. Si, bon, Mme Guisgan. Alors, oui, si, une question, on se pose des questions par rapport à votre convention. C'est donc un prestataire qui va faire des activités dans le cadre des mercredis. Hein. Mais vous commencez votre délibération sur la base d'un partenariat, des associations et des prestataires ont été sollicités. Donc là, apparemment, on délibère pour une association qui aurait répondu à l'appel d'offres, mais il y a eu un appel de fait. Donc nous, on s'étonne quand même parce que on a connu quand même des temps où 11, voire 13 partenaires s'associaient aux actions qu'on mettait en place envers les enfants. Comment ça se fait que là, il y a une seule association, toujours la même, l'association du judo, hein, c'est un petit peu embêtant, hein, on verra ça plus tard, mais comment ça se fait qu'il n'y a qu'une seule association? Oui, c'est un peu gênant, oui. Oui, ouais, je peux comprendre. Les élections approchent, effectivement. Quel rapport? Non, mais je peux les comprendre. Enfants et c'est quoi? Les associations baissent les bras, les prestataires sont plus intéressés pour travailler avec les enfants de notre commune. Qu'est-ce qui se passe pour qu'il n'y ait qu'un seul prestataire? Je vais vous répondre, Mme Guisgan, et vous m'avez déjà interpellé en disant qu'il faut qu'il y ait un maximum, etc. Tout ça. Je suis étonné par
votre manque, je ne vais pas dire de connaissance, mais assez pointu sur le sujet, puisque dernièrement nous avons voté la mise en place, enfin, l'adoption du plan mercredi, qui était déjà en place, c'était un rôle purement administratif, souvenez-vous. Bah, je crois qu'on n'a pas dû assister aux mêmes conseils municipaux, alors vous étiez peut-être absente à celui-là, mais bon, je crois que c'est le dernier ou l'avant-dernier où on est intervenu et où on a accepté l'intégration au plan mercredi lancé par les services de l'État sur les sujets, en rappelant une chose, et j'avais souligné en conseil, que c'était pas sur de l'opérationnel puisqu'on était déjà en route, mais que c'était plus un conventionnement d'ordre administratif qu'autre chose. Alors d'autres communes étaient dans la même situation que nous et d'autres communes n'avaient rien du tout et commençaient. Et effectivement, dans le cadre de ce plan mercredi, mais aussi de manière générale, sur des activités de ce type-là, où on a un public assez sensible, il faut forcément des personnes qui sont au carré et qualifiées, notamment sur des questions d'activité sportive. Et il s'avère que sur le judo, il y a une personne qui, même deux je crois, qui ont les... C'est la ville qui les a formés. Bah alors c'est mal. Non, c'est très bien. Ah, c'est très bien, mais justement. pourquoi n'y a-t-il qu'une association sportive qui réponde dans le cadre de cette action? Parce qu'aujourd'hui, dans les autres associations sportives, je n'ai pas d'autres associations sportives même, qu'il y a de personnes diplômées, formées, qui rentrent dans le cadre pour encadrer. Si. Il y en a une nouvelle qui vient de se créer, avec justement un animateur diplômé, diplômé comme Madame Bouquet, et qui vient de créer une association et qui se propose de faire des animations pour les enfants. Bah écoutez, moi je ne l'ai jamais rencontré. Il a un BPGEPS, il est en capacité de... Si, il a fait une demande auprès de... Ah oui, voilà. Monsieur que vous envoyez, que vous préparez pour les élections. Voilà, Ah, ça n'a rien à voir, monsieur le maire. Monsieur le maire, je trouve idiot ce que vous essayez de faire. Parce que là, on est en train de vous parler d'activités pour les enfants. Le projet éducatif est basé sur le sport, la santé. Hein, vous avez mis en place ce projet éducatif. Donc, quand on a sur de notre commune des jeunes diplômés qui ont des projets, qui vous les présentent, auxquels vous avez financé, monsieur le maire, vous avez financé la formation à hauteur de 5 000 €. Donc, je ne comprends pas pourquoi on ne voit pas ces jeunes qui ont des envies pour les gamins pouvoir mettre en place, comme pour le judo, ce qui est très bien. Le judo, c'est une association qui a toujours bien marché, mais pourquoi que le judo? Alors, déjà, si vous avez lu, ce n'est pas des activités du judo, c'est des activités de motricité et activités... C'est normal, ils ont 3 ans, les enfants. Non, mais voilà, on va être clair. On va être clair. L'idée, c'est de les amener à découvrir ce sport, je sais, et pour les amener plus tard à prendre une licence et à faire du judo. Mais pas forcément au judo. Pardon, soit. Oui, allez. il n'y a que ça. Bon, que je vous réponds, Madame Guisgan, mais je vais vous expliquer. Je vois de quoi vous parlez. Ce monsieur-là était en convention dans un club de futsal avec la ville. Nous avons voté ensemble, on a cherché des crédits politiques de la ville d'ailleurs, la possibilité qu'il passe un BPGEPS qu'il a passé au club de Wattignies et qu'il a obtenu. Sur la fin déjà de la formation, ça se passait pas forcément bien avec l'association avec laquelle il travaillait. Mais non, mais Madame Guisgan, il faut représenter les choses. Vous êtes en train Bon, c'est moi qui mène les débats. Oui, mais je ne suis pas... Votre micro, Madame Guisgan, stop. Je vous réponds, je suis maître des débats, stop, je vous réponds. Je vous réponds. Je suis pas d'accord avec ce monsieur, je vous réponds, stop. Merci. Ce monsieur-là, convention avec la ville, enfin une association la ville et ce monsieur-là sur un financement d'une formation qui avait déjà d'ailleurs entamé et qui avait déjà reçu des crédits politiques de la ville via le centre social. Je crois d'ailleurs à l'époque vous étiez président, donc vous le connaissiez bien, et qui n'a pas terminé. Ça s'était mal passé à l'époque avec vous. Soit aujourd'hui on peut se rabibocher. Hein. Quand il y a des élections, des fois ça se passe pas, on n'est plus d'accord, mais quand les élections qui se rapprochent, on se remet d'accord. Mais bon, ça c'est rien. Ça c'est rien, ça fait partie du jeu. Quand vous revenez sur le sujet, ce monsieur-là s'investit pour être dans le club de foot, mais n'est pas d'accord avec ce que les dirigeants mettent en place et impossible de se mettre d'accord sur ce qui est dessus. Il pose même un certain nombre de problèmes avec des signalements qu'il a le droit de faire. Forcément, il est éducateur sportif. Il dit voilà, qu'il se passe ça. Signalements qui ont été toutefois jamais suivis de plainte, puisque si pénalement, moi je suis éducateur sportif et que je vois qu'il se passe des choses pas claires, premièrement, j'en signale à mon référent qui est responsable, et si mon référent ne bouge pas, j'écris au procureur. Ça n'a jamais été suivi, ça n'a jamais été fait. Premier élément. Alors, est-ce que le but c'était vraiment de rendre service aux gamins ou de créer de la polémique? Première question, et c'est pas à moi de répondre là-dessus. Le deuxième élément sur le sujet, c'est de dire la meilleure idée que j'ai,
c'est que pour faire chier le monde, je vais créer un deuxième club de foot. Puis j'ai demandé à la mairie qu'elle me donne une salle, qu'elle me donne des subventions, ou même la mairie m'emploie pour développer ce club de foot-là. Mais il est hors de question de fonctionner comme ça. Alors demain, un gars de la pétanque n'est plus d'accord avec le président de la pétanque, il refait un club de pétanque. Un gars au club des seniors n'est plus d'accord avec le président du club des seniors, il fait un club de seniors. Je ne vais pas parler d'autres associations, mais il y en a plein d'autres. Quand on n'est pas d'accord, on ne crée pas une association. Soit on prend ces dispositions, on se dit voilà, à un moment il y a un conseil d'administration ou quoi que ce soit, et je me présente, je suis licencié, je me présente et je dis bah voilà, moi je ne suis pas d'accord avec vous, donc je présente ma candidature pour être président, pour faire ce genre de choses. Et là je mènerai les rênes sur le sujet développé. Mais je ne commence pas à utiliser des fonctionnements détournés et d'autres fonctionnements que je n'aborderai pas ici, mais dont j'ai gardé tous les documents et toutes les traces écrites dans mon bureau, bien consigné, bien sécurisé. C'est pas la peine d'essayer de le forcer, le bureau, de mettre le feu à la mairie. J'ai des doubles sur le sujet. Je les garderai les doubles, même quels que soient les résultats des municipales, ça peut toujours apporter des éléments à l'avenir. Mais sur ce genre de choses, ces documents-là, je les ai. Moi, j'ai discuté avec ces personnes, puisqu'on ne peut même pas discuter avec elles, puisqu'elles se cachent dans une voiture, ou elles ne bougent pas, ou elles parlent seules dans la ville, en marchant, et puis en disant des fois des sottises, ou en embêtant les employés municipaux pour qu'on vienne pleurer sur son sort. Non mais qu'on soit clair, moi, j'ai discuté avec un soi-disant intermédiaire en disant clairement, il y a un club de foot, si vous voulez les intégrer, vous gérez avec le club de foot. Ouais, mais eux, c'est des cons, et patati et patata. Et forcément, le club de foot actuel va dire que les autres sont bêtes, donc on va se taper dessus, etc. Tiens, ça me rappelle des clubs de danse, il y a quelques années, et la situation qui en a découlé après. Donc, clairement, il y a été dit non. C'est pas qu'on ne souhaite pas travailler avec ce monsieur-là en particulier. Si monsieur, vous avez une formation dans le foot, que vous voulez vous investir dans le foot, il y a un club de foot qui est là, avec un conseil d'administration qui a été renouvelé, qui fait d'ailleurs appel à des gens pour remettre en place un certain nombre de choses. Intégrez-vous à ce club-là. Les querelles de personnes et créer des associations parce qu'on n'est pas d'accord entre deux personnes ou je ne sais quoi, ou on a des ambitions personnelles ou je ne sais rien, qui sont peut-être positives, hein, là je peux pas critiquer sur le sujet, mais qu'on a des ambitions dessus, non, ça ne fonctionne pas. On est d'accord? Allez, très bien, on passe au vote. Bah si, attendez, c'est bon. Bah, vous me dites ça va, c'est trop long, donc je vous ai répondu. La question posée, Oui. c'est pourquoi il n'y en a qu'une? Et vous me racontez que l'autre... Maintenant vous me dites qu'il y en a une deuxième, pourquoi vous ne travaillez pas avec la deuxième? Je vous ai répondu simplement. Mais je vous réponds simplement. Merde, monsieur Guinet. Mais bien sûr, On monsieur vous pose une question. Répondez simplement. Vous avez amorcé la réponse en disant qu'il n'y a aucune association qui puisse répondre. Oui. On vous parle pas d'un Oui, mais je vous explique, parce qu'il est dans une association, un Guisgan m'explique le cas de cette association, je vous réponds. Mais pourquoi les amis de la Gaule, le QTC, le plancher, le tennis de table, la pétanque, la gym d'entretien, pourquoi ces associations-là ne proposent pas d'actions pour les enfants? Mais je suis très heureux de les accueillir et qu'on puisse proposer des actions de ces Vous enfants-là. avez fait votre appel aux associations. Mais madame, il ne date pas d'aujourd'hui, il date déjà il y a 2 ans, ça fait 2 ans que les mercredis sont mis en place. Donc justement, bon, voilà. Vous ne les avez pas convoqués. Ah, vous allez m'apprendre comment il faut. De travailler avec une seule. Mais si vous voulez, mais pensez ça, si vous voulez, tous les arrière-pensées qu'il peut y avoir. C'est pas une pensée, ça, C'est une réalité. Mais si vous voulez, mais oui. Bah oui, comme à une certaine époque où le centre de loisirs de Juillet, 100 000 €, centre social. Point barre, il y avait que. Les autres n'étaient pas capables de faire. Ben oui, on peut le dire aussi. Allez, passons au vote. On passe au vote. Il y a des avis contraires. Pas d'abstention, pas d'avis. Ah, 3 abstentions, une voix représentée quand même. S'il vous plaît. Ça fait 4 abstentions. Pour le reste, c'est voté à la majorité. Je vous remercie. 3 délibérations qui suivent avec et c'est là on parle encore copier-coller, communaux il y a 2 M, je ne sais pas si vous l'aviez remarqué, c'est la mise à disposition, forcément il y a eu des renouvellements d'instances après les nouvelles élections professionnelles, il y a 2 formations, une CGT, une FAFPT, et puis c'est surtout aussi le transfert suite au fait qu'ils sont aujourd'hui dans les locaux qui pourraient être occupés par Nilo Marmot, et on ne peut pas dire le haut reste des locaux municipaux alors que Nilo Marmot prend en charge l'entretien du bâtiment et les fruits. Donc on a trouvé une solution, c'est de pouvoir les positionner sur un local syndical, à la fois un espace partagé de réunion, puis aussi chacun un bureau pour les affaires personnelles, et ça se situera au niveau du GPV, donc vous avez 3 conventions, une avec FFPT commune, FFPT Nord, ce qui était déjà le cas actuel, et puis une CGT commune pour la mise à disposition de locaux à titre gratuit dans le cadre des activités syndicales sur le secteur. Pas de questions particulières? Non, passe au vote. Avis contraire, abstention, vote à l'unité, je vous remercie.
Avis sur le projet de rapport politique de la ville 2017. Donc ce rapport est fourni par l'AGLO. Bon, il est proposé d'émettre un avis favorable, c'est du pavé, hein. C'est du gros pavé sur le sujet. J'avais eu, et là je rebondis sur un Guizan, quand elle me pose la question, me demande de savoir si c'était passé devant le Conseil citoyen. La réponse qui m'a été donnée, c'est qu'une présentation a été faite devant le Conseil citoyen du rapport par Madame Chloé Olivier, qui est chargée de mission à Valenciennes Métropole sur la politique de la ville. Et c'est la deuxième fois que la présentation est faite, elle a été faite dans le cadre des réunions du Conseil citoyen. Et grâce à cette dame, on a eu des comptes rendus. Il n'y a plus de comptes rendus maintenant au Conseil citoyen. Comment se fait-ce? Mais normalement, vous ne pouvez même pas être destinataire d'un compte rendu. Enfin, je dois ça. Attendez, que je désamorce. Mais non, mais ce qu'on va encore dire. On n'est pas le bâton pour vous faire mal, on les trouve sur Internet. Non. Mais d'une certaine manière, Mme Guizgan, le Conseil citoyen, et c'est ce que j'essaye maintenant depuis presque 2 à 3 ans de vous expliquer, n'est pas premièrement un organe politique, un pseudo second conseil municipal ou quoi que ce soit, composé de marionnettes que les élus, alors dans des villes peut-être que ça existe, mais c'est pas le cas ici, c'est des gens qui ont été survenus d'eux-mêmes ou tirés au sort sur les listes électorales, en présence du délégué du préfet à l'époque. C'est un conseil qui se réunit et qui a toute, entre guillemets, indépendance politique, religieuse, etc. C'est des gens qui sont des forces vives, il y en a certains qui sont ici dans la salle, et les règles sont claires, c'est-à-dire qu'il n'y a pas à avoir d'intervention des élus sur le sujet. Alors moi, il n'y a rien de plus qui m'hérisse quand je vois certaines communes où à chaque réunion de conseil citoyen, il y a le maire qui vient et c'est lui qui fait le conseil citoyen. Et où les gens autour, des fois, par peur ou par ne pas dire les choses, viennent ou ne viennent même plus. Et je dis, de toute façon, c'est pas la peine, le maire qui est animé. Moi, je ne participe pas au conseil citoyen, sauf si je suis sollicité. J'y ai été sollicité 2 fois à sa mise en place pour souhaiter un bon fonctionnement à cette mise en place-là, et une seconde fois, suite à la mise en place d'un diagnostic en marchand, où chacun, ils m'ont présenté un diaporama, chacun intervient en disant, dans telle rue, il y a un trou, il y a telle chose, il faudrait mettre la rabord, quelque chose. Et sur lesquels j'ai pu apporter des fois des réponses techniques, mais sur lesquels j'ai pu aussi apporter des réponses en termes de participation citoyenne, en disant, ok, si vous voulez, on peut monter un dossier FPU. D'ailleurs, le comité FPU est composé de membres représentants du conseil citoyen pour améliorer, remettre à bord, faire un parking, faire des plantations, des trucs assez sympas sur le sujet. Donc, ce n'est pas un fonctionnement politique sur cette question du conseil citoyen qu'on soit clair et net. En tout cas, c'est le fonctionnement qu'on a ici. Maintenant, vous dites que vous n'avez pas les comptes rendus ou quoi que ce soit. Écoutez, c'est quelque chose qui vous intéresse fortement. Bon, c'est très bien, hein, je ne dis pas que... Voilà. Mais même disant en particulier, vous avez une fixette avec ce conseil citoyen et je pense que vous en faites une mauvaise idée de ce que c'est. Voilà. Je vais m'expliquer à ce moment-là. Si vous pensez ça, je vais m'expliquer. Je suis très attachée à la participation comme ça, démocratique. Et le conseil citoyen, c'est une bonne chose. Et par contre, je pense que ce conseil citoyen, il a dû s'emparer de quelque chose quand même sur notre commune. Il travaille sur des projets. Comment voulez-vous que nous, élus, si ça ne remonte pas aux élus, si le conseil citoyen n'intervient pas en conseil municipal pour nous dire ce sur quoi il a travaillé, ce sur quoi il veut aller, les logements par exemple, parce que quand il y a eu cet abattement de la taxe, les conseils citoyens ont été se balader avec les élus, ont fait des diagnostics, donc ils ont été partie prenante. Pas avec les élus. Comment? Pas avec les élus. Comme je dis, je n'y participe pas et dans les règles dictées, on n'a pas y participé. Il est dans le cadre du contrat de ville. Est-ce que vous seriez à l'aise, vous, si vous étiez un citoyen lambda, si à chaque réunion le maire venait? Je pense que la parole, elle ne se libère pas comme il faut. Elle ne se libère pas peut-être non plus quand il y a un agent de la ville qui est toujours présent aux réunions du conseil. Mais c'est son travail, attendez, on confie ça. Non, pas dans la charte. Quand on regarde la charte du conseil citoyen, l'agent de la ville, il vient que sur invitation. C'est une charte. Il y a, dans le cadre du contrat de ville, on a financé la Ligue de l'enseignement pour intervenir auprès du conseil. Elle fait très bien son travail. Le conseil citoyen et s'est inquiété, se demande pourquoi il n'y a pas le centre social. S'ils étaient présents, ils feraient très bien les comptes rendus, ce genre de choses. Et il y aurait une partie, ils seraient partie prenante et ils seraient peut-être là aujourd'hui parmi nous pour nous expliquer ce qu'ils pensent de ces logements et tout ça. C'est ça un conseil, c'est comme ça que je le vois moi, le conseil citoyen. Il faut qu'il participe, il faut qu'il nous fasse remonter ce sur quoi il travaille et on ne sait pas ce qui se passe. Donc j'ai des doutes sur votre vision, monsieur le maire du conseil citoyen, et la nôtre. C'est tout. Eh ben, moi, la vision que
que j'ai, c'est que c'est un conseil qui se réunissait de manière très proche au début parce qu'il y avait beaucoup de temps d'explication. Alors il y a un représentant qui est là-bas, je ne peux pas forcément lui donner la parole, mais il pourra discuter avec vous en fin de séance, qui s'est réuni de manière très rapide au début puisqu'il y avait énormément beaucoup d'explications sur pourquoi ils étaient là, ce qu'ils allaient faire, la charte sur le sujet, le règlement qui allait être mis en place, comment ils voyaient procéder, quels sont les sujets qu'ils abordaient. Puis après, on a souhaité distancer un peu ces réunions, non pas qu'il n'y ait pas de sujet, mais il y a aussi un essoufflement. Quand vous avez une réunion tous les 15 jours, vous aviez déjà du mal des fois à réunir 10 personnes, on peut comprendre pour que des questions de famille, c'est généralement le soir, pour des questions de famille ou d'autres choses ou quoi que ce soit, les gens ne puissent pas être là. Donc on a fait le choix de le distancer un tout petit peu. La vision qu'on développe du Conseil citoyen, c'est-à-dire c'est une vision d'un groupe d'habitants indépendants qui est venu volontairement, on a notamment un représentant associatif qui interviennent sur les secteurs en privé de mettre des représentants, mais aussi des personnes tirées au sort dans les listes électorales et qui vivent sur le quartier en QPV, de pouvoir intervenir sur un certain nombre de sujets qui les touchent. Ils sont intervenus, on a eu une présentation sur l'aménagement du Stade Cheval et ils ont eu des remarques qu'on a représentées sur le sujet. On a eu des diagnostics en marchant sur un certain nombre de problèmes. Ils ont fait un diagnostic, mais qui ne m'a toujours pas été remonté, sur les problématiques de stationnement et de circulation aux abords des écoles. Ça a failli même mal tourner, puisque certains conseillers citoyens ont voulu reprendre un petit peu les parents en disant « Non mais attendez, voilà, vous êtes là, mais vous ne foutez pas de la tête des gens, vous nous dites qu'on ne sait pas circuler, que c'est dangereux pour les enfants, mais vous êtes les premiers à vous garer, à faire n'importe quoi. » Il a fallu même gérer ce genre de choses. Ça, c'est le prochain sujet qui nous attend. Et dessus, le Conseil citoyen, je veux impérativement qu'on puisse se traduire de manière opérationnelle, c'est-à-dire que quand il y a une question et que je suis sollicité ou qu'un autre élu ou sur un autre sujet on puisse être sollicité, on puisse apporter une réponse à ce Conseil citoyen-là pour ce qu'il est, mais ne pas venir parasiter en disant « Bon, vous parlez de ça, mais ces sujets-là, surtout, on ne les aborde pas. » La deuxième chose que j'ai en termes de vision au niveau du Conseil citoyen, c'est d'avoir cette, je le disais juste avant, cette courroie de transmission opérationnelle. C'est-à-dire qu'on puisse l'associer à des dispositifs de participation citoyenne, mais sur lesquels on développe des enveloppes. Ça fait 3 ans qu'on développe une enveloppe FTU, qui a été beaucoup plus opérationnelle cette année, il faut le dire, que les années précédentes, et dire voilà, quand vous faites un diagnostic en marchant, que dans le Conseil citoyen, vous nous dites qu'il y a un problème à cet endroit-là, il y a des personnes âgées, il faudrait mettre bon. Il faut peut-être mettre une boîte à livres partagée, ça c'est des choses qui nous ont été proposées. Il faut peut-être revoir des horaires de certains services ou quoi que ce soit. Enfin, ces choses-là, des membres du Conseil citoyen puissent le transmettre aux élus et des fois eux-mêmes participer à des comités de pilotage FTU ou des comités de pilotage sur des fonds de participation qui sont mis en place. Il y a aussi le FPH qui n'est pas forcément un Conseil citoyen, mais on trouve généralement les mêmes personnes, notamment les mêmes représentants associatifs sur le sujet, et qui puissent dire voilà, ce qu'on a vu, ce qu'on a diagnostiqué qui ne va pas, on a une méthode parce qu'on sait qu'on va voter une subvention, on va monter quelque chose, et on sait que derrière la ville, au-delà de la subvention, de manière opérationnelle, elle va transformer, elle va essayer d'aménager ou de répondre à la problématique qui a été posée. Voilà comment je vois le Conseil citoyen, mais pas comme un outil, soit sous la coupole de la mairie et qui fait ce que la mairie dit et circuler, tout va bien, ou soit un outil, non mais j'ai pas dit que vous disiez ça, ou soit à l'inverse, un outil qui est complètement inutile, en disant en fait on se réunit pour dire de se réunir, mais il n'y a rien du tout, on ne sert à rien. Ce qui peut se passer dans d'autres villes, d'un côté comme de l'autre. Je suis d'accord avec vous. C'est pourquoi je m'intéresse à ce Conseil citoyen. Parce que quand ce Conseil citoyen se réunit, qu'on lui présente, on est ici sur le rapport annuel de la politique de la ville, qu'on lui présente les actions, qu'on lui présente surtout les études qui sont faites. Quand ce Conseil citoyen échange autour de la population à Pierre-Rochon qui a pas peu de diplômes, hein, quand elle repère qu'il y a de plus en plus de familles monoparentales, quand elle s'inquiète qu'il y a des enfants scolarisés avec des difficultés, quand elle s'inquiète parce que les 16-24 ans arrêtent les études, il y a de nombreux échanges au niveau de l'éducation. Aussi, moi, en conseil municipal, je ne nous vois jamais débattre sur des projets qu'on mettrait en œuvre pour répondre aux inquiétudes et des inquiétudes pertinentes, parce que vous avez raison de vous intéresser sur ces sujets. Si. Donc, pourquoi en conseil municipal ne délibérons-nous pas sur des actions en faveur,
comment, monsieur Pêche? Et vous noyez le poisson, c'est du blabla. Non, monsieur, non, le blabla, il est là. Allez, terminez votre intervention et puis on va conclure assez rapidement. Parce qu'on ne doit pas vivre dans le même conseil. Pourquoi on ne délibère pas sur des projets d'action pour répondre à ces difficultés qui ont été mises en exergue par le Conseil citoyen? Voilà. Je vous donne des exemples, Madame Guisgand. L'exemple le plus probant. Vous me dites les jeunes, nanana, là-dessus, les familles monoparentales. On a voté la mise en place d'un service jeunesse, vous avez voté contre. Donc quand vous me dites, non mais qu'on vous le dise, quand vous me dites, oui, le conseil municipal ne délibère pas sur des projets, sur des choses comme celle-ci, des choses comme celle-là, on met en place un service jeunesse, où il y a des actions qui sont menées, on parlait avant du mercredi kids, maintenant il y a des accueils qui sont mis en place à soir et l'équipe est en train de se structurer de manière assez saine. Le LAP commence à être en préfiguration sur le sujet. Il y a des séjours qui sont mis en place. Forcément, toutes ces choses-là ont besoin sont perfectibles, ont besoin d'être affinées, c'est des choses qui se mettent en place et qui sont neuves. Et quand vous me dites, voilà, il n'y a pas de diplôme, il ne se passe pas ça, on ne fait pas de trucs pour les jeunes, ou pas si. Voilà. D'ailleurs, j'ai certaines personnes qui me disent un peu la même chose, mais qui sont plutôt proches de vous, donc ça me rassure. Ça me rassure parce que je sais d'où ça vient. Mais qu'on soit clair sur le sujet, je vous donne une chose opérationnelle claire. Vous nous dites, les gens se plaignent, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de service pour les jeunes. Moi, je vous dis simplement qu'une ludothèque ouverte le samedi après-midi, ce qui n'existait pas avant. On accueille des jeunes, il y a des activités de qualité, autres que jouer à la Nintendo, comme vous pouvez dire. Mais madame Guisgand, voilà. Mais encore une fois, je ne vous parle pas de... Madame Guisgand, vous voulez qu'on résume votre bilan de la politique de la ville, vous en étiez en charge. Je vais vous dire ce que c'était la politique de la ville par Madame Guisgand. Poser un panneau sur la façade où c'est écrit GPV, rien d'autre. On va conclure. L'avis sur ce contrat de ville. Défavorable, favorable, abstention? Non, c'est bon, monsieur Gaillet, c'est bon, j'ai eu ma dose. Non, franchement, entre nous, ça va. Pour entendre des bêtises pareilles. Mais oui, moi je vous dis que le vote est ouvert. Allez, avis favorable. Y a-t-il des avis favorables sur le sujet? Oui. Des abstentions? Non. Des avis contraires? Non plus. Vous n'avez pas voté? Vous savez pas? Rien? Vous n'avez pas participé au vote? C'est considéré en tant que tel. Merci, Madame Guisgand. Oui. De la politique de la ville. Oui, bien sûr. Allez. Elle doit faire un bilan. Bonne fin de journée à vous. Alors, bonne fin de journée. C'est un document qui est établi par la BLO. C'est même pas la ville qui le met en place. Vous avez participé à l'écriture de ce bilan. Mais bien sûr, madame, vous avez participé. Allez. Bonne fin de séance, séance levée. Bonne fin de journée. Et puis, à très bientôt. On se reverra fin mars pour le prochain conseil où on aura le ROB. Et puis d'autres délibérations les plus réjouissantes les unes que les autres.